Vous savez, il y a quelques années, j'étais assis dans une salle de conférence à Houston avec environ 200 entrepreneurs. Des gens brillants, ambitieux, qui avaient tout sacrifié pour construire quelque chose de grand. Et à un moment donné, pendant une pause, un homme s'est approché de moi. Il avait peut-être 45 ans, les yeux fatigués, mais encore vifs. Il m'a dit: Brian, j'ai suivi tous vos conseils. J'ai travaillé dur, j'ai économisé, j'ai investi. Mais quelque chose ne va pas. Je sens que je joue un jeu dont je ne connais pas toutes les règles. Cette phrase m'a arrêté net, parce qu'il avait raison. Il y a effectivement un jeu, et la grande majorité des gens qui jouent ce jeu n'en connaissent pas la moitié des règles. Pas parce qu'ils sont stupides, pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce que personne ne les leur a jamais enseignées. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est précisément cela. Ces règles non écrites, ces principes que les familles riches transmettent à leurs enfants autour de la table du dîner, mais que l'école ne vous a jamais appris. Ces dynamiques qui sont en train de se transformer à une vitesse vertigineuse, notamment à cause d'un mouvement qui prend de l'ampleur entre les États-Unis et des pays comme le Venezuela. Un mouvement qui pourrait littéralement redéfinir les opportunités financières pour des millions de personnes dans les années qui viennent. Mais avant d'aller là, je dois vous parler de quelque chose de fondamental. Parce que si vous ne comprenez pas la base, tout le reste ne servira à rien. Pendant des décennies, j'ai étudié les personnes qui réussissent financièrement. Pas celles qui ont eu de la chance, pas celles qui ont hérité d'une fortune, mais celles qui sont parties de rien et qui ont construit quelque chose de durable. Et j'ai remarqué une chose qui revenait systématiquement, sans exception. Ces personnes avaient une relation fondamentalement différente avec le temps, pas avec l'argent, avec le temps. Un jeune homme que j'ai rencontré à Caracas, il y a plusieurs années, m'a expliqué quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il s'appelait Miguel. Il avait grandi dans un quartier difficile, dans une famille qui vivait au jour le jour. Il me disait: chez nous, on pensait à ce soir, pas à demain, encore moins à dans 10 ans. Et puis il a rencontré un entrepreneur américain qui lui a posé une question simple. Qu'est-ce que tu veux que ta vie ressemble dans 20 ans? Miguel m'a dit qu'il n'avait jamais entendu cette question de sa vie. 20 ans. Pour lui, c'était une abstraction totale. Et c'est là que tout commence. La différence entre quelqu'un qui reste coincé financièrement toute sa vie et quelqu'un qui construit une vraie liberté, ce n'est pas le niveau d'intelligence. Ce n'est pas non plus la chance ou les connexions. C'est l'horizon temporel. C'est la capacité à prendre des décisions, aujourd'hui, en pensant à leurs conséquences dans 5, 10, 20 ans. Les économistes appellent cela la préférence temporelle, et c'est l'un des concepts les plus puissants que vous puissiez intégrer dans votre vie. Voici ce que j'entends par là. Chaque décision financière que vous prenez implique un choix entre la satisfaction immédiate et la satisfaction différée. Acheter cette voiture maintenant ou investir cet argent. Partir en vacances cette année ou constituer un fonds d'urgence. Dépenser ce bonus ou le faire travailler. Ces choix, répétés des milliers de fois sur une vie, déterminent avec une précision presque mathématique où vous vous retrouverez à 60 ans. J'ai travaillé avec des milliers d'entrepreneurs au fil des années. Et j'ai vu des patterns qui se répètent avec une régularité troublante. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures idées. Ils ne sont pas forcément les plus créatifs ou les plus charismatiques. Ce sont ceux qui ont développé la capacité de retarder la gratification de manière cohérente sur de longues périodes. C'est inconfortable à entendre. Je le sais, parce que nous vivons dans une culture qui célèbre l'instantané. Les réseaux sociaux vous montrent le résultat final, jamais les 10 ans de travail invisible qui ont précédé. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, les gens commencent à croire que la richesse devrait arriver vite. Que si ça ne marche pas en quelques mois, c'est que ça ne marchera jamais. C'est l'un des mensonges les plus dangereux de notre époque. Permettez-moi de vous parler d'un principe que j'appelle la règle des 10 ans. Dans presque tous les domaines d'excellence que j'ai étudiés, il faut environ 10 ans pour développer une maîtrise suffisante pour générer des résultats extraordinaires. 10 ans, pas 10 semaines, pas 10 mois, 10 ans d'apprentissage, d'erreurs, d'ajustement et de persévérance. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Ces 10 ans vont passer de toute façon. La question n'est pas de savoir si vous voulez investir 10 ans dans quelque chose. La question est, dans quoi allez-vous investir ces 10 ans qui vont s'écouler quoi qu'il arrive? Un étudiant m'a posé cette question un jour. Brian, mais qu'est-ce qu'on fait si on commence tard, si on a 40 ans et qu'on n'a rien construit? Et ma réponse a été simple. Dans 10 ans,
vous aurez 50 ans. La question c'est, voulez-vous avoir 50 ans avec 10 années d'efforts derrière vous, ou 50 ans en ayant continué à attendre le bon moment? Le bon moment, c'est toujours maintenant, toujours. Maintenant, parlons de quelque chose qui me passionne énormément en ce moment, parce que nous sommes à un moment charnière de l'histoire économique mondiale. Et je ne dis pas ça pour faire dramatique. Je dis ça parce que les chiffres, les tendances et les mouvements de population que j'observe depuis plusieurs années me montrent quelque chose de fascinant. Il y a un phénomène qui prend de l'ampleur entre les États-Unis et des pays d'Amérique latine, notamment le Venezuela. Et ce phénomène va dans les deux sens. D'un côté, des millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays au cours des dernières années, fuyant une crise économique et politique d'une ampleur sans précédent dans l'hémisphère occidental. De l'autre côté, quelque chose d'inattendu est en train de se produire. Des entrepreneurs, des investisseurs et des professionnels américains commencent à regarder vers ces marchés émergents avec un intérêt croissant. Pourquoi? Parce que dans toute crise, il y a une reconstruction. Et dans toute reconstruction, il y a des opportunités colossales pour ceux qui savent les voir. Mais avant de vous parler de ces opportunités spécifiques, je dois vous parler d'un principe fondamental. Parce que sans ce principe, même la meilleure opportunité du monde ne vous servira à rien. Ce principe, je l'appelle la loi de la préparation. Et elle dit ceci: les opportunités arrivent à tout le monde. Ce qui différencie ceux qui en profitent de ceux qui les regardent passer, c'est le niveau de préparation au moment où l'opportunité frappe. J'ai rencontré des centaines de personnes qui m'ont dit « Brian, j'aurais dû investir dans l'immobilier en 2009 ou j'aurais dû acheter des actions en 2020 pendant la crise du Covid. » Et ils ont raison. Ces opportunités étaient là, visibles, accessibles. Mais la plupart des gens n'étaient pas préparés. Soit financièrement, soit psychologiquement, soit les deux. La préparation financière, c'est avoir des ressources disponibles quand les opportunités se présentent. La préparation psychologique, c'est avoir la mentalité et les connaissances pour reconnaître une opportunité quand elle se présente et avoir le courage d'agir malgré l'incertitude. Ces deux formes de préparation se construisent avant que l'opportunité n'arrive, pas pendant, avant. Et c'est précisément ce que nous allons construire ensemble au cours des prochaines heures. Revenons au Venezuela pour un moment, parce que ce pays est un exemple extraordinaire, bien que douloureux, de ce qui arrive quand les principes économiques fondamentaux sont ignorés ou violés. À son apogée dans les années 60 et 70, le Venezuela était l'un des pays les plus riches d'Amérique latine. Il possédait les plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde. Sa classe moyenne était florissante. Caracas était surnommée la Petite Rome pour son architecturelle et sa sophistication culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un pays aussi riche en ressources naturelles a-t-il pu connaître un effondrement aussi spectaculaire? La réponse est complexe, mais elle contient des leçons universelles que nous pouvons tous appliquer à notre propre vie financière. Premièrement, la dépendance à une seule source de revenus. Le Venezuela a mis tous ses œufs dans le panier pétrolier. Quand le prix du pétrole a chuté, toute l'économie s'est effondrée, il n'y avait pas de diversification, pas de plan B, pas d'industries alternatives suffisamment développées pour absorber le choc. Combien de personnes font exactement la même chose avec leurs propres finances personnelles? Ils ont un seul emploi, une seule source de revenus. Et quand cet emploi disparaît, tout s'effondre. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je dis ça parce que la diversification des revenus est l'un des principes les plus fondamentaux de la sécurité financière, et c'est l'un des moins pratiqués. Deuxièmement, la confiscation de la valeur par l'inflation. Le gouvernement vénézuélien, pour financer ses dépenses, a imprimé de l'argent à une échelle qui défie l'imagination. Le résultat, une hyperinflation qui a littéralement effacé l'épargne de toute une génération. Des gens qui avaient économisé toute leur vie se sont retrouvés avec des billets qui ne valaient plus rien. C'est une leçon brutale sur la nature de l'argent. L'argent n'est pas de la richesse. L'argent est un symbole de valeur. Et ce symbole peut être dévalué par des forces qui sont totalement hors de votre contrôle. Ce qui résiste à l'inflation, ce sont les actifs réels, l'immobilier, les actions d'entreprises qui produisent de la valeur réelle, les compétences rares et demandées, l'or et d'autres réserves de valeur. Ce sont ces actifs que les familles riches accumulent génération après génération, précisément parce qu'ils comprennent que la monnaie papier est vulnérable. Troisièmement, et c'est peut-être la leçon la plus profonde, l'absence d'institutions robustes. La richesse durable ne se construit pas dans le vide. Elle se construit
dans un environnement où les droits de propriété sont respectés, où les contrats sont honorés, où la règle de droit est prévisible. Quand ces conditions disparaissent, même les personnes les plus intelligentes et les plus travailleuses ne peuvent pas maintenir leur richesse. C'est pourquoi le mouvement que j'observe entre les États-Unis et le Venezuela est si intéressant. Des milliers de Vénézuéliens qui ont fui leur pays ont apporté avec eux quelque chose d'inestimable. Une compréhension viscérale, acquise dans la douleur, de ce qui arrive quand on ne protège pas sa richesse, quand on ne diversifie pas, quand on fait confiance aveuglément à un gouvernement ou à une seule source de revenus. Ces personnes ont une motivation que peu d'Américains nés dans la prospérité possèdent. Ils ont vu de leurs propres yeux ce que la pauvreté forcée ressemble. Et cette vision les rend souvent extraordinairement déterminés à construire quelque chose de solide, de diversifié et de durable. J'ai rencontré plusieurs de ces entrepreneurs vénézuéliens aux États-Unis. Leur niveau d'énergie, leur appétit pour l'apprentissage et leur tolérance à l'effort sont souvent remarquables. Pas parce qu'ils sont génétiquement supérieurs, mais parce que leur contexte leur a enseigné une leçon que beaucoup d'Américains n'ont jamais eu à apprendre. Rien n'est garanti. Tout peut disparaître. Donc, vous devez construire avec intention, avec urgence et avec sagesse. Et maintenant, quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Alors que le Venezuela commence, lentement et de manière encore fragile, un processus de reconstruction, certains investisseurs et entrepreneurs américains commencent à regarder ce marché avec intérêt. Non pas par philanthropie, mais parce qu'ils reconnaissent quelque chose que les investisseurs expérimentés savent depuis toujours. Les plus grandes opportunités de rendement se trouvent dans les marchés qui sont au fond du cycle, pas à leur sommet. Quand tout le monde fuit, ceux qui restent ou qui reviennent avec du capital et des compétences peuvent potentiellement acquérir des actifs à des prix qui reflètent la peur collective, pas la valeur réelle à long terme. Mais, et c'est un mais capital, cela requiert une analyse rigoureuse, une tolérance au risque élevé, une diversification appropriée et surtout, une compréhension profonde du contexte local. Ce n'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un qui n'a pas encore construit sa base financière solide. C'est une opportunité pour ceux qui ont déjà les fondations en place. Et c'est précisément pourquoi nous devons parler de ces fondations maintenant. La première fondation, et je ne peux pas insister assez là-dessus, c'est ce que j'appelle la mentalité de propriétaire. Il y a deux types de personnes dans le monde économique, ceux qui consomment et ceux qui possèdent, ceux qui achètent la marque et ceux qui achètent les actions de la compagnie qui fabrique la marque. Cette distinction peut sembler simpliste, mais elle a des implications profondes sur la trajectoire financière d'une personne sur 20 ou 30 ans. Voici un exemple concret. Deux personnes, même salaire, même niveau d'éducation, même ville. La première dépense chaque mois ce qu'elle gagne, parfois un peu plus grâce aux cartes de crédit. Elle consomme des expériences, des gadgets, des vêtements de marque. Elle vit bien, en surface. La deuxième vit légèrement en dessous de ses moyens. Elle investit régulièrement, même de petites sommes. Elle achète des actifs plutôt que des passifs. Après 20 ans, leurs situations financières sont incomparables. Pas parce que l'une a travaillé plus dur, pas parce que l'une a eu plus de chance, mais parce que l'une a utilisé le pouvoir des intérêts composés en sa faveur, et l'autre l'a utilisé contre elle, via les dettes à la consommation. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a dit, mais peu importe. Le principe est d'une vérité absolue. Les intérêts composés sont la force la plus puissante de la finance personnelle. Et elle fonctionne dans les deux sens. Elle vous enrichit si vous investissez et elle vous appauvrit si vous vous endettez. Voici les chiffres qui devraient vous garder éveillé la nuit si vous n'investissez pas encore. Si vous investissez 1 000 $ par mois, à partir de l'âge de 25 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, vous aurez environ 2 600 000 $ à 65 ans. Si vous commencez à 35 ans, avec la même somme mensuelle et le même rendement, vous aurez environ 1 200 000 $. La différence entre commencer à 25 ans et à 35 ans n'est pas de 10% ou de 20%, elle est de plus de 100%. Juste à cause de 10 années de plus. C'est la magie des intérêts composés. Et c'est pourquoi chaque année que vous attendez avant de commencer à investir vous coûte beaucoup plus que vous ne le pensez. Maintenant, parlons de quelque chose que j'ai observé chez presque toutes les personnes qui restent coincées financièrement. Ce n'est pas un manque d'information. Nous vivons à l'époque de l'information,
la plus abondante de toute l'histoire humaine. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'investissement, la gestion financière et la construction de richesses est disponible gratuitement en ligne. Alors, pourquoi la majorité des gens ne l'appliquent pas? La réponse est dans ce que j'appelle le gap de l'identité. La plupart des gens ont une identité financière qui ne correspond pas à leurs désirs financiers. Ils se voient comme quelqu'un qui n'est pas bon avec l'argent, ou comme quelqu'un qui n'a pas les moyens d'investir, ou comme quelqu'un qui vient d'une famille pauvre et c'est comme ça. Et voici le problème. Vous ne pouvez pas agir de manière cohérente et durable d'une façon qui contredit votre identité profonde. Votre cerveau est câblé pour maintenir la cohérence entre qui vous pensez être et comment vous vous comportez. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui dépense tout ce qu'il gagne, vous trouverez inconsciemment des façons de dépenser tout ce que vous gagnez, même quand vous gagnez plus. J'ai vu ce phénomène des centaines de fois, des personnes qui reçoivent une augmentation significative et dont le niveau de dépense augmente exactement dans les mêmes proportions. Des gens qui reçoivent un héritage et qui le dépensent entièrement en quelques années. Des entrepreneurs qui font leur premier million et qui se retrouvent endettés quelques années plus tard. Ce n'est pas de la malchance, c'est de l'identité. La vraie transformation financière commence donc par une question d'identité. Non pas que dois-je faire, mais qui dois-je devenir? Et la bonne nouvelle, c'est que l'identité peut changer. Pas instantanément et pas sans effort, mais elle peut changer. J'en ai été moi-même la preuve vivante. À 21 ans, j'étais sans le sou, sans diplôme, sans direction claire. J'avais travaillé dans des fermes, sur des bateaux, dans des usines. Et progressivement, en m'exposant à des idées différentes, en m'entourant de personnes différentes et en prenant des décisions différentes, mon identité a changé. Le processus que j'ai observé chez les personnes qui transforment leur identité financière suit généralement ces étapes. D'abord, une exposition à de nouvelles idées qui contredisent les croyances limitantes existantes. Ensuite, de petites actions qui commencent à créer de nouvelles preuves de qui on peut être. Puis une accumulation de ces preuves qui renforcent la nouvelle identité. Et finalement, une consolidation de cette nouvelle identité qui rend les nouveaux comportements naturels et automatiques. C'est un processus, pas un événement. Et c'est pourquoi les séminaires de motivation qui promettent de changer votre vie en un week-end produisent rarement des résultats durables. L'enthousiasme s'estompe. Les anciennes habitudes reprennent le dessus. Parce que l'identité profonde n'a pas changé. Ce qui change l'identité, c'est la répétition cohérente de nouveaux comportements sur une période suffisamment longue pour que le cerveau les intègre comme normal. Parlons maintenant d'un concept que j'appelle l'architecture des habitudes financières. Parce que la richesse, au niveau le plus fondamental, n'est pas construite par des décisions extraordinaires. Elle est construite par des décisions ordinaires, répétées extraordinairement souvent. Voici les habitudes financières que j'ai observées chez pratiquement toutes les personnes financièrement libres que j'ai rencontrées dans ma carrière. La première habitude, c'est ce que j'appelle payer soi-même en premier. Avant de payer votre loyer, votre voiture, vos courses ou quoi que ce soit d'autre, vous prélevez un pourcentage de votre revenu pour l'investissement. Automatiquement, sans y penser, sans vous demander si vous pouvez vous le permettre. Les personnes qui essayent d'investir, ce qui reste après avoir payé toutes leurs dépenses découvrent invariablement qu'il ne reste rien. Parce que les dépenses s'étendent naturellement pour remplir le revenu disponible. C'est ce que les économistes appellent la loi de Parkinson appliquée aux finances. Les dépenses augmentent pour absorber les revenus disponibles. La solution est simple, mais requiert de la discipline. Vous décidez d'un pourcentage, 10% minimum, 20% idéalement, et vous le mettez de côté automatiquement avant même de voir le reste. Vous vivez sur ce qui reste, et progressivement, vous vous adaptez. J'ai rencontré des personnes qui gagnent 50 000 $ par an et qui épargnent et investissent 20%. Et j'ai rencontré des personnes qui gagnent 200 000 $ par an et qui n'ont rien mis de côté. Le revenu n'est pas le facteur déterminant. L'habitude l'est. La deuxième habitude, c'est la comptabilité consciente. Pas nécessairement un budget détaillé, bien que ce soit utile, mais au minimum, une conscience de ce que vous dépensez et pourquoi. Beaucoup de personnes vivent dans un brouillard financier complet. Elles ne savent pas exactement combien elles gagnent après impôt, combien elles dépensent en catégories spécifiques, ou quel est leur bilan net. Cette inconscience financière est coûteuse, pas seulement en termes d'argent perdu, mais en termes de pouvoir décisionnel. Vous ne pouvez pas optimiser ce que vous ne mesurez pas,
J'ai un exercice que je donne souvent à mes étudiants. Pendant 30 jours, notez chaque dépense, aussi petite soit-elle. Pas pour vous juger, juste pour voir. La plupart des gens sont choqués par ce qu'ils découvrent. Des abonnements oubliés, des habitudes de dépenses inconscientes, des catégories où l'argent disparaît sans apporter de satisfaction réelle. La troisième habitude, c'est ce que j'appelle l'éducation financière continue. Les règles du jeu économique changent, les marchés évoluent, les opportunités se déplacent. La personne qui a appris tout ce qu'elle sait sur l'investissement il y a 20 ans et n'a rien appris depuis est comme un navigateur qui utilise des cartes marines qui ont 20 ans d'ancienneté. Les grandes lignes sont peut-être correctes, mais les détails cruciaux ont changé. Je lis encore aujourd'hui, chaque semaine, des livres sur l'économie, les affaires, la psychologie et l'histoire. Pas parce que j'y suis obligé, mais parce que je comprends que chaque nouvelle idée que j'intègre est potentiellement une décision meilleure que je prendrai dans le futur. Les personnes qui disent « je n'ai pas le temps de lire » ne comprennent pas le vrai coût de leur ignorance. Chaque décision financière mal informée peut coûter des milliers, parfois des dizaines de milliers de dollars. Combien d'heures de lecture cela vaut-il? La quatrième habitude, et celle-ci est souvent négligée, c'est la gestion de l'environnement social. Vous êtes financièrement parlant la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité mesurable. Vos habitudes de dépenses, vos ambitions financières, votre tolérance au risque, votre niveau d'effort, tous ces éléments sont profondément influencés par les personnes qui vous entourent. Si vous passez la majorité de votre temps avec des personnes qui se plaignent de l'argent, qui croient que la richesse est réservée aux chanceux ou aux malhonnêtes, et qui ne font aucun effort pour améliorer leur situation financière, il sera extraordinairement difficile pour vous de maintenir une mentalité et des habitudes différentes. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui investissent, qui apprennent, qui construisent, qui parlent d'opportunités plutôt que de problèmes, leur énergie et leur mentalité déteindront sur vous. Ce n'est pas une question de snobisme, ce n'est pas une question de rejeter vos amis ou votre famille. C'est une question de choisir consciemment les environnements dans lesquels vous vous immergez le plus souvent. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me semble crucial pour comprendre le mouvement que j'observe entre les États-Unis et des pays comme le Venezuela. Et ce quelque chose, c'est le concept de capital humain transnational. Quand des personnes migrent d'un pays à un autre, elles ne déplacent pas seulement leur corps, elles déplacent leurs compétences, leur réseau, leur connaissance des deux marchés et leur capacité à servir de pont entre deux économies. Les Vénézuéliens qui ont réussi aux États-Unis ont quelque chose d'unique. Ils comprennent les deux systèmes. Ils ont des relations dans les deux pays, ils parlent les deux langues, pas seulement linguistiquement, mais culturellement et économiquement. Ce type de capital humain transnational a une valeur extraordinaire dans un monde de plus en plus interconnecté. Et c'est quelque chose que ni l'inflation ni une crise politique ne peut confisquer, parce que c'est ancré dans une personne, pas dans un compte en banque ou un bien immobilier. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'insiste toujours sur l'investissement en soi-même comme la forme d'investissement la plus sûre et la plus rentable. Les compétences rares et demandées, les réseaux solides, les connaissances approfondies dans des domaines en croissance, tout cela constitue un patrimoine que personne ne peut vous prendre. J'ai vu des entrepreneurs vénézuéliens aux États-Unis construire des entreprises remarquables en utilisant précisément ce capital transnational. Certains ont créé des entreprises d'import-export. D'autres ont lancé des services de conseil pour des entreprises américaines cherchant à comprendre les marchés latinos. D'autres encore ont construit des plateformes technologiques qui servent les deux marchés. Ils n'ont pas attendu d'avoir le capital parfait ou les conditions parfaites. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient, leur connaissance unique, de deux mondes différents. C'est une leçon universelle. Votre avantage compétitif unique, quelle que soit votre situation, mérite d'être identifié et exploité. Qu'est-ce que vous savez que d'autres ne savent pas? Quel pont pouvez-vous construire entre des mondes qui ne se comprennent pas encore? Quelles compétences possédez-vous qui ont de la valeur sur des marchés que vous n'avez pas encore explorés? Ces questions méritent du temps et de la réflexion sérieuse. Parlons maintenant d'un sujet qui génère beaucoup de confusion et d'anxiété. La relation entre risque et opportunité. Il y a une croyance très répandue qui dit que pour éviter de perdre, il faut éviter le risque, et que les personnes prudentes gardent leur argent en sécurité, dans des comptes bancaires ou des placements garantis. Cette croyance est compréhensible, mais elle contient une erreur fondamentale. Elle ignore ce que j'appelle les risques de l'inaction.
Voici ce que je veux dire. Si vous gardez votre argent dans un compte d'épargne qui rapporte 1% par an et que l'inflation est à 3% par an, vous perdez 2% de votre pouvoir d'achat chaque année. Ce n'est pas une perte visible, spectaculaire, c'est une érosion lente, silencieuse, invisible. Mais après 20 ans, l'impact est dévastateur. Les personnes qui ont vécu au Venezuela ont appris cette leçon de la manière la plus brutale possible. Ceux qui avaient leur épargne en bolivars ont vu leur richesse s'évaporer. Ceux qui avaient converti leurs actifs en dollars, en immobilier, en actions d'entreprises étrangères ou en compétences monnayables ont beaucoup mieux résisté. Le risque zéro n'existe pas. La vraie question n'est pas comment éviter le risque, mais comment gérer le risque intelligemment. La gestion intelligente du risque repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la diversification. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Cela s'applique aux investissements financiers, mais aussi aux sources de revenus, aux compétences, aux réseaux et aux marchés. Le Venezuela a failli à ce principe au niveau national. Beaucoup de personnes y faillent au niveau personnel. Le deuxième pilier, c'est la connaissance. Plus vous connaissez un domaine, moins il est risqué pour vous. Un investisseur immobilier expérimenté qui achète un immeuble dans un marché qu'il connaît parfaitement prend beaucoup moins de risques qu'un novice qui achète les yeux fermés dans un marché inconnu. Le risque est souvent une fonction de l'ignorance. C'est pourquoi j'insiste tellement sur l'éducation continue. Chaque heure que vous investissez à comprendre un marché, une industrie ou une classe d'actifs réduit votre risque quand vous décidez d'y investir. Le troisième pilier, c'est la temporalité. La plupart des actifs de qualité perdent de la valeur à court terme, mais en gagnent à long terme. Si vous pouvez vous permettre d'attendre, votre risque diminue considérablement. C'est pourquoi la situation financière d'urgence est si importante. Avoir 6 à 12 mois de dépenses en réserve vous permet de ne jamais être forcé de vendre des actifs au mauvais moment. Les personnes qui ont été forcées de vendre leur maison ou leurs investissements pendant la crise de 2008 ou pendant le Covid n'ont pas perdu parce que leurs actifs n'avaient pas de valeur. Ils ont perdu parce qu'ils ont été forcés de vendre au moment le plus défavorable, souvent parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'urgence. La sécurité financière n'est pas construite par l'évitement du risque. Elle est construite par la gestion intelligente du risque, combinée à une réserve de liquidité qui vous donne la liberté de choisir quand et comment vous agissez. Je veux maintenant vous parler d'un phénomène que j'observe avec une régularité troublante chez les personnes qui essaient d'améliorer leur situation financière. Je l'appelle le syndrome de la prochaine grande chose. C'est le comportement de quelqu'un qui saute d'une opportunité à l'autre, toujours à la recherche du prochain investissement révolutionnaire, de la prochaine tendance qui va tout changer, du prochain secret que personne d'autre ne connaît encore. Ces personnes lisent beaucoup. Elles s'informent beaucoup. Elles sont souvent très intelligentes. Mais elles ne construisent rien de durable parce qu'elles ne restent jamais assez longtemps dans une direction pour voir les résultats de leurs efforts. J'ai un ami qui a investi dans les crypto-monnaies en 2017, puis dans l'immobilier en 2018, puis dans des startups technologiques en 2019, puis dans l'or en 2020, puis dans les NFT en 2021. À chaque fois, il était convaincu d'avoir trouvé la clé. À chaque fois, il n'a pas eu la patience d'attendre que ses investissements mûrissent. La richesse durable est presque toujours construite par des personnes qui ont trouvé quelque chose qui fonctionne et qui ont eu la discipline de s'y tenir sur le long terme. Même quand c'était ennuyeux, même quand les résultats semblaient lents, même quand d'autres opportunités brillantes semblaient plus attractives. Warren Buffett, que j'ai eu la chance d'étudier en profondeur, est peut-être l'exemple le plus éloquent de ce principe. Son secret n'est pas un génie analytique extraordinaire. Son secret est la patience et la cohérence. Il a trouvé une approche d'investissement qui fonctionne, et il s'y est tenu pendant 60 ans, à travers des crises, des récessions, des révolutions technologiques et des changements de paradigme économique. Le résultat, l'une des plus grandes fortunes jamais construites. Pas grâce à des coups de génie spectaculaires. Grâce à la cohérence répétée sur une très longue période. Ce principe s'applique à tous les domaines de la construction de richesse. Trouvez votre approche, celle qui correspond à votre personnalité, vos ressources et votre situation, et s'y tenir avec discipline. Maintenant, parlons de quelque chose qui touche directement au mouvement que j'observe entre les États-Unis et le Venezuela, et qui a des implications pour beaucoup d'entre vous. C'est le concept de l'arbitrage géographique. L'arbitrage géographique, dans sa forme la plus simple, c'est l'idée que la même somme d'argent
a une valeur différente selon où vous vous trouvez. Un dollar américain peut vous acheter beaucoup plus dans certains pays qu'aux États-Unis. Et inversement, une compétence ou un service qui a une valeur modeste dans un marché peut avoir une valeur extraordinaire dans un autre. Des milliers d'Américains ont découvert ce principe ces dernières années, notamment avec l'essor du travail à distance. Des personnes qui gagnent un salaire américain mais qui vivent dans des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas peuvent accumuler du capital à une vitesse impossible si elles vivaient aux États-Unis. C'est une forme d'optimisation financière que peu de gens considèrent parce qu'elle requiert une flexibilité géographique que beaucoup ne sont pas prêts à envisager. Mais pour ceux qui sont ouverts à cette possibilité, les implications financières peuvent être transformatrices. À l'inverse, des entrepreneurs des pays en développement qui offrent des services en ligne à des clients américains ou européens bénéficient de l'arbitrage dans l'autre sens. Ils gagnent dans des devises fortes et vivent dans des économies à coût plus bas. Ce modèle est en train de créer une nouvelle classe d'entrepreneurs transnationaux qui ne sont liés à aucun marché spécifique et qui peuvent optimiser leur situation financière de manière que la génération précédente n'aurait jamais pu imaginer. Et le Venezuela, avec sa diaspora massive aux États-Unis et dans d'autres pays développés, est au cœur de cette dynamique. Des milliers de familles vénézuélo-américaines maintiennent des liens économiques entre les deux pays. De l'argent circule dans les deux sens. Des compétences et des connaissances aussi, pour ceux d'entre vous qui ont des racines dans deux cultures ou deux pays différents. Ce capital biculturel est une ressource économique réelle que vous sous-estimez peut-être. Je veux maintenant aborder quelque chose d'un peu plus philosophique, mais qui a des implications très pratiques. C'est la question de la définition personnelle de la richesse. Beaucoup de personnes poursuivent la richesse, sans jamais avoir défini clairement ce que cela signifie pour elles. Elles veulent plus d'argent ou être riches, sans avoir une image précise de ce à quoi ressemble leur vie idéale. C'est un problème, parce que sans destination claire, vous ne pouvez pas tracer une route, et vous risquez de passer votre vie à courir après un objectif vague qui se déplace toujours un peu plus loin, comme l'horizon. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient atteint tous les indicateurs objectifs de la richesse, des millions en banque, des maisons luxueuses, des voitures de sport, et qui se sentaient vides et insatisfaites. Parce qu'elles avaient poursuivi la définition de la richesse que la société leur avait donnée, pas la leur. Et j'ai travaillé avec des personnes qui gagnaient des revenus modestes, mais qui avaient construit une vie qui correspondait précisément à leurs valeurs et à leurs désirs profonds. Ces personnes se sentaient riches, même si leurs chiffres bancaires ne le reflétaient pas. La vraie richesse telle que je la définis après des décennies de réflexion, c'est la liberté. La liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, pendant aussi longtemps que vous voulez. C'est la capacité de choisir comment vous passez votre temps, qui est, en fin de compte, la ressource la plus précieuse et la plus non renouvelable que vous possédez. L'argent est un outil pour acheter cette liberté. Mais il n'est pas la liberté elle-même. Et confondre l'outil avec l'objectif conduit à des vies déséquilibrées, à des sacrifices qui ne valaient pas la peine d'être faits, et à une arrivée à la retraite avec un compte bien garni, mais une vie qui semble vide de sens. Cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Il l'est énormément. L'argent vous donne des options. L'absence d'argent vous enlève des options. Et dans un monde où les options sont des sources de liberté, l'argent a une valeur réelle et profonde. Mais l'objectif ultime devrait toujours être la liberté, pas les chiffres sur un relevé de compte. Maintenant, je veux vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur vénézuélien à Miami il y a quelques années. Cette conversation m'a profondément marqué et illustre parfaitement un principe que j'enseigne depuis des années. Cet homme, appelons-le Carlos, avait fui le Venezuela en 2015 avec sa famille. Il était arrivé aux États-Unis avec quelques centaines de dollars, sans réseau, sans parler anglais couramment, et avec 2 jeunes enfants. En 5 ans, il avait construit une entreprise de services numériques qui générait plusieurs millions de dollars de revenus annuels. Je lui ai demandé quel était son secret, et sa réponse m'a surpris par sa simplicité. Il m'a dit « Brian, quand vous avez tout perdu, vous réalisez que vous n'avez rien à perdre. Et quand vous n'avez rien à perdre, vous prenez des risques que les gens confortables n'oseraient jamais prendre. » Il a ensuite ajouté quelque chose de plus profond encore. Mais ce n'est pas seulement ça. Au Venezuela, j'ai appris à valoriser chaque opportunité comme si c'était la dernière. Ici, aux États-Unis, j'ai réalisé que les opportunités sont partout. Les Américains ne les voient pas parce qu'ils y sont tellement habitués. Moi, je les voyais parce que j'avais faim.
Cette faim, dont parle Carlos, n'est pas une faim physique, c'est une faim psychologique. Une motivation profonde, ancrée dans une compréhension viscérale de ce qui est en jeu. Et cette faim est l'un des carburants les plus puissants de la réussite. La question que je vous pose est celle-ci: comment cultiver cette faim sans avoir à traverser une crise existentielle pour l'acquérir? Comment développer cette urgence, cette motivation profonde, sans attendre que la nécessité vous y force? La réponse que j'ai développée au fil des années est ce que j'appelle la clarté du coût de l'inaction. La plupart des gens voient clairement le coût de l'action, le risque de perdre de l'argent en investissant, le risque d'échouer en lançant une entreprise, le risque d'être jugé en sortant de sa zone de confort. Mais ils ne voient pas clairement le coût de l'inaction, le coût de continuer à faire la même chose, le coût de rester dans un emploi qui ne vous satisfait pas pendant encore 20 ans, le coût de ne jamais investir et d'arriver à la retraite sans ressources suffisantes, le coût de ne jamais poursuivre vos ambitions et de vivre avec le regret de ce qui aurait pu être. Quand vous rendez le coût de l'inaction aussi vivide et concret que le coût de l'action, l'équation change. L'inaction cesse d'être l'option sûre. Elle devient le vrai risque. Permettez-moi de vous donner un exercice concret. Prenez une feuille de papier et tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez si j'agis. Dans la deuxième, écrivez si je n'agis pas. Puis pour chaque décision financière importante, que vous remettez à plus tard, remplissez les 2 colonnes avec les conséquences réalistes dans 5, 10 et 20 ans. La plupart des gens qui font cet exercice sérieusement sont choqués par ce qu'ils découvrent dans la colonne « Si je n'agis pas », parce que le coût de l'inaction, invisible au quotidien, devient soudainement très concret quand on le projette sur 20 ans. Parlons maintenant de quelque chose qui touche directement à la situation vénézuélienne et qui a des leçons universelles: la protection du patrimoine. Une des choses les plus douloureuses que j'ai observées chez des familles vénézuéliennes est la destruction de patrimoine intergénérationnel. Des familles qui avaient mis des décennies à construire une richesse significative ont vu cette richesse s'évaporer en quelques années, non pas à cause de mauvaises décisions personnelles, mais à cause de forces systémiques hors de leur contrôle. Cette réalité soulève une question importante pour nous tous: comment protéger ce que vous construisez contre des forces que vous ne contrôlez pas? Voici les principes que j'ai distillés de l'étude de familles qui ont réussi à traverser des crises économiques majeures avec leur patrimoine relativement intact. Le premier principe est la diversification géographique des actifs. Avoir des actifs dans plusieurs pays et plusieurs devises réduit considérablement votre exposition à une crise dans un seul pays. Ce n'est pas quelque chose que seuls les ultra-riches peuvent faire. Avec les outils financiers modernes, même des investisseurs individuels peuvent avoir une exposition internationale significative. Le deuxième principe est la priorité aux actifs productifs sur les actifs de consommation. Une maison dans laquelle vous vivez est un actif de consommation. Une propriété que vous louez est un actif productif. Des actions d'entreprise qui génèrent des profits sont des actifs productifs. Des compétences qui génèrent des revenus sont des actifs productifs. En période de crise, ce sont les actifs productifs qui maintiennent leur valeur et continuent à générer des revenus. Le troisième principe est la liquidité stratégique. Avoir une portion de votre patrimoine dans des actifs facilement convertibles en cash vous donne la flexibilité d'agir rapidement quand les circonstances changent. Trop d'illiquidité vous rend vulnérable. Trop de liquidité vous expose à l'inflation. Trouver le bon équilibre est un art qui s'apprend avec l'expérience. Le quatrième principe, et celui-ci est souvent négligé, est l'investissement dans les relations et les réseaux. En période de crise, les personnes qui s'en sortent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus d'argent. Ce sont souvent celles qui ont les réseaux les plus solides. Des personnes de confiance qui peuvent vous aider, vous informer, vous donner accès à des opportunités ou simplement vous soutenir moralement. Les Vénézuéliens qui ont réussi à reconstruire leur vie après avoir quitté leur pays sont souvent ceux qui avaient des réseaux solides, soit dans leur pays d'accueil, soit qu'ils ont rapidement construit. Ces réseaux ont ouvert des portes que l'argent seul n'aurait pas pu ouvrir. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est la question de la transmission. Une des choses les plus importantes que vous puissiez faire avec la richesse que vous construisez, c'est de la transmettre de manière intelligente. Et je ne parle pas seulement de transmettre de l'argent. Je parle de transmettre la mentalité, les habitudes et les connaissances qui ont permis de créer cette richesse. Des études ont montré que les héritages financiers se dissipent généralement en 2 à 3 générations. La première génération construit. La deuxième maintient.
La troisième dépense. Pourquoi? Parce que la première génération transmet l'argent, mais pas nécessairement la mentalité qui a créé cet argent. Les familles qui maintiennent leur richesse sur plusieurs générations ont compris quelque chose d'essentiel. Ce qu'elles transmettent de plus précieux n'est pas le capital financier, mais le capital humain. Les valeurs, les habitudes, la discipline, l'éducation financière et la mentalité de propriétaire. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou qui envisagent d'en avoir, cette réflexion est cruciale. Quel héritage de mentalité transmettez-vous? Est-ce que vos enfants vous voient investir, apprendre, prendre des risques calculés et parler ouvertement d'argent de manière saine? Ou est-ce qu'ils apprennent que l'argent est un sujet tabou, que la richesse est réservée aux autres et que dépenser est la réponse naturelle à avoir de l'argent? Ces leçons, transmises sans même s'en rendre compte, ont un impact profond sur la trajectoire financière de la génération suivante. Revenons maintenant au mouvement entre les États-Unis et le Venezuela, parce que je pense qu'il y a une dimension de ce phénomène qui est encore largement sous-estimée. Au-delà des dynamiques économiques immédiates, ce mouvement est en train de créer quelque chose de potentiellement très puissant, une communauté transnationale avec des compétences, des réseaux et des connaissances qui s'étendent sur deux marchés très différents. Les membres de cette communauté qui sauront capitaliser sur leur position unique pourraient se trouver dans une situation extraordinairement avantageuse dans les années qui viennent. Pas seulement financièrement, mais en termes d'impact et d'influence. Pensez à ce que représente quelqu'un qui comprend vraiment les deux cultures, qui parle les deux langues, qui a des relations dans les deux pays et qui comprend les opportunités et les défis des deux marchés. Cette personne est un pont naturel entre deux économies. Et les ponts ont une valeur extraordinaire dans un monde de plus en plus interconnecté. Bien sûr, capitaliser sur cette position requiert une stratégie délibérée. Il ne suffit pas d'avoir les deux pieds dans deux cultures. Il faut activement construire les compétences, les réseaux et la réputation qui permettront de monétiser cette position unique. Mais pour ceux qui font cet effort, les opportunités sont réelles et significatives. Dans le domaine des affaires, de l'investissement, de la technologie, de la culture et de nombreux autres domaines, les personnes capables de naviguer entre deux mondes différents sont de plus en plus précieuses. Je veux maintenant vous parler d'un principe que j'ai développé au fil de mes années de travail avec des entrepreneurs et des investisseurs du monde entier. Je l'appelle la loi de la valeur irréplaçable. Cette loi dit ceci: votre revenu à long terme sera déterminé par la valeur unique et difficile à remplacer que vous créez pour les autres. Plus cette valeur est unique, plus elle est difficile à remplacer et plus les personnes qui en bénéficient sont prêtes à payer pour l'obtenir. C'est un principe simple mais profond et il a des implications directes sur la façon dont vous devriez investir votre temps et votre énergie pour développer votre carrière ou votre entreprise. La question n'est pas « qu'est-ce que je suis bon à faire ?» mais « qu'est-ce que je peux faire mieux que presque n'importe qui ?» D'autres, qui a une valeur réelle pour quelqu'un qui est prêt à payer pour ça. Cette intersection entre ce que vous faites exceptionnellement bien et ce pourquoi quelqu'un est prêt à payer est votre zone de valeur irréplaçable. Et c'est dans cette zone que vous devriez concentrer la majorité de vos efforts. Pour beaucoup de personnes, identifier cette zone requiert du temps, de l'exploration et de l'honnêteté avec soi-même. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est l'un des investissements de réflexion les plus rentables que vous puissiez faire. Permettez-moi de vous donner une méthode pratique pour identifier votre zone de valeur irréplaçable. Posez-vous ces 4 questions. Premièrement, qu'est-ce que vous faites qui semble naturel et facile pour vous, mais difficile pour la plupart des autres personnes? Deuxièmement, pourquoi les gens vous demandent-ils régulièrement de l'aide ou des conseils? Troisièmement, quelles sont les activités qui vous donnent de l'énergie plutôt que d'en consommer? Et quatrièmement, pour quelles compétences ou connaissances quelqu'un serait-il prêt à vous payer significativement? Les réponses à ces 4 questions, combinées, dessinent souvent un profil assez précis de votre zone de valeur irréplaçable. Une fois que vous avez identifié cette zone, l'étape suivante est d'investir délibérément pour approfondir et affiner ses compétences, devenir encore meilleur dans ce que vous faites déjà bien. Atteindre un niveau de maîtrise qui vous place dans le top 5% de votre domaine. Parce qu'à ce niveau de maîtrise, la compétition diminue radicalement et votre valeur augmente de manière exponentielle. C'est ce que j'appelle la stratégie du spécialiste irréplaçable. Et c'est l'une des voies les plus sûres vers l'indépendance financière que je connaisse. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat mais important,
c'est la question de l'état d'esprit face à l'adversité. Le Venezuela, comme je l'ai mentionné, est un exemple extrême d'adversité économique collective. Mais chacun d'entre vous, à un moment ou un autre, fera face à des adversités personnelles significatives. Une perte d'emploi, un investissement qui tourne mal, une maladie, une rupture, une crise économique. La façon dont vous répondez à ces adversités déterminera en grande partie la trajectoire de votre vie financière et personnelle. J'ai observé deux réponses fondamentalement différentes à l'adversité chez les personnes que j'ai étudiées et accompagnées. La première réponse, c'est ce que j'appelle la mentalité de victime. Cette mentalité attribue les difficultés à des forces externes. La faute du gouvernement, de la société, des riches, de la malchance, des autres. Et bien que ces facteurs externes jouent souvent un rôle réel, la mentalité de victime s'y arrête. Elle ne cherche pas de réponse, seulement une explication. Et cette explication, aussi valide soit-elle, ne change pas la situation. La deuxième réponse, c'est ce que j'appelle la mentalité de créateur. Cette mentalité reconnaît les facteurs externes sans s'y arrêter. Elle se pose ensuite la question: quelle est ma réponse? Que puis-je faire avec ce que j'ai, là où je suis, maintenant? Elle cherche des solutions plutôt que des coupables. Les Vénézuéliens, qui ont réussi à reconstruire leur vie après avoir tout perdu, ont presque universellement adopté la mentalité de créateur. Ils n'ont pas nié la réalité de ce qui s'était passé. Ils n'ont pas prétendu que c'était juste. Mais ils ont refusé de se laisser définir par leurs circonstances. Ils ont choisi de répondre plutôt que de réagir. Cette distinction entre répondre et réagir est fondamentale. Réagir, c'est laisser les circonstances dicter vos émotions et vos actions. Répondre, c'est choisir consciemment comment vous allez agir face aux circonstances. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a peut-être exprimé ce principe de la manière la plus éloquente qui soit. Il a dit que la dernière liberté humaine est la liberté de choisir sa réponse face à n'importe quelle situation. Et que dans cet espace entre stimulus et réponse réside notre croissance et notre liberté. Dans le contexte financier, cela signifie que même dans les circonstances les plus difficiles, vous avez toujours un choix. Vous pouvez choisir d'apprendre. Vous pouvez choisir d'agir. Vous pouvez choisir de vous adapter. Et ces choix, même petits, même imparfaits, commencent à changer votre trajectoire. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle l'effet de levier, parce que c'est l'un des principes les plus puissants de la construction de richesse, et c'est aussi l'un des moins bien compris. L'effet de levier, dans son sens le plus large, c'est la capacité d'amplifier vos résultats au-delà de ce que vous pourriez accomplir, seul avec votre seul temps et vos seules ressources. Il y a plusieurs formes d'effet de levier que vous pouvez utiliser. La première forme, c'est l'effet de levier financier. Utilisez le capital des autres pour amplifier vos investissements. Un prêt immobilier est une forme d'effet de levier financier. Vous utilisez la banque pour acheter un actif que vous n'auriez pas pu acheter avec vos seules ressources. Bien utilisé, l'effet de levier financier peut accélérer considérablement la construction de patrimoine. Mal utilisé, il peut amplifier les pertes de manière catastrophique. La deuxième forme, c'est l'effet de levier du temps. Construire des systèmes, des équipes ou des actifs qui génèrent de la valeur sans nécessiter votre présence constante. Un livre que vous écrivez une fois et qui se vend des milliers de fois. Une entreprise qui fonctionne avec des systèmes et des équipes plutôt que de dépendre uniquement de vous. Un investissement immobilier qui génère des loyers pendant que vous dormez. Toutes ces formes amplifient votre temps au-delà de ses limites physiques. La troisième forme, c'est l'effet de levier des compétences et des réseaux. S'associer avec des personnes qui ont des compétences complémentaires aux vôtres. Construire un réseau qui multiplie vos opportunités. Collaborer plutôt que de tout faire seul. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas construit leur fortune en travaillant plus dur ou plus longtemps que tout le monde. Elles l'ont construite en maîtrisant l'art de l'effet de levier, en trouvant des façons d'amplifier leurs efforts, leur temps et leurs ressources. Et c'est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas réservé aux génies ou aux personnes extraordinairement talentueuses. C'est une façon de penser et d'aborder les problèmes qui peut être développée par n'importe qui. Je veux vous parler maintenant d'un aspect du mouvement entre les États-Unis et le Venezuela qui me semble particulièrement intéressant du point de vue de l'effet de levier. C'est l'émergence de communautés d'entrepreneurs transnationaux qui utilisent leur position unique comme effet de levier. Ces entrepreneurs ne se limitent pas à un seul marché.
Ils construisent des modèles d'affaires qui exploitent les différences entre les marchés. Ils utilisent leur connaissance de deux cultures et deux économies comme un effet de levier que leurs concurrents, limités à un seul marché, ne peuvent pas facilement reproduire. Un exemple concret, des entrepreneurs vénézuéliens aux États-Unis qui fournissent des services numériques à des clients américains en utilisant des équipes basées au Venezuela ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Ils bénéficient de l'arbitrage de coûts tout en offrant des services de qualité au prix du marché américain. Leur marge est significativement plus élevée que celle de leurs concurrents américains qui paient des salaires américains. C'est une forme d'effet de levier géographique et culturel que peu de leurs concurrents peuvent facilement reproduire. Et ce modèle n'est pas limité aux entrepreneurs vénézuéliens. N'importe quelle personne qui a une connexion profonde avec deux marchés différents peut potentiellement développer un modèle similaire. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui, je pense, est au cœur de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est la question de la vision. Sans vision claire de là où vous voulez aller, toutes les stratégies, tous les principes et tous les outils que j'ai partagés avec vous, aujourd'hui resteront des informations intéressantes mais non actionnables. La vision telle que je la définis, c'est une image vivide, émotionnellement chargée et détaillée de votre vie idéale dans le futur. Pas un vague désir d'être riche ou libre, mais une image concrète. Où vivez-vous? Que faites-vous chaque jour? Avec qui passez-vous votre temps? Quel impact avez-vous sur le monde autour de vous? Comment vous sentez-vous? Cette vision a plusieurs fonctions importantes. Premièrement, elle vous donne une direction. Sans direction, toute énergie est gaspillée dans des mouvements aléatoires. Avec une direction claire, chaque décision peut être évaluée à l'aune de la question: est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de ma vision? Deuxièmement, elle vous donne de la motivation. Les êtres humains sont des créatures téléologiques. Nous sommes motivés par des objectifs futurs, pas seulement poussés par des forces passées. Une vision puissante et émotionnellement chargée crée une attraction vers le futur qui peut surmonter beaucoup d'obstacles présents. Troisièmement, elle active ce que les psychologues appellent le système d'activation réticulaire de votre cerveau. Ce système filtre les millions d'informations que votre cerveau reçoit chaque seconde et met en évidence celles qui sont pertinentes pour vos objectifs. Quand vous avez une vision claire, votre cerveau commence littéralement à remarquer des opportunités, des informations et des connexions que vous n'auriez pas vues autrement. C'est pourquoi tant de personnes disent que quand elles ont commencé à se concentrer sérieusement sur un objectif, les opportunités ont semblé apparaître de nulle part. Ces opportunités étaient là avant, mais leur cerveau ne les filtrait pas comme pertinentes. La méthode que je recommande pour développer une vision puissante est ce que j'appelle la lettre d'un avenir idéal. Vous vous projetez 5 ou 10 ans dans le futur et vous écrivez une lettre détaillée décrivant votre vie comme si vous la viviez déjà. Présent, pas futur. Je vis dans, je me sens. Cet exercice, fait sérieusement et avec détail, active des processus psychologiques puissants qui commencent à aligner vos pensées, vos émotions et vos comportements avec cette vision future. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui me semble particulièrement urgent dans le contexte actuel. C'est la question de l'adaptabilité. Le monde économique est en train de changer à une vitesse sans précédent. Les technologies, les marchés, les industries et les modèles d'affaires qui dominaient il y a 10 ans sont en train d'être transformés ou remplacés. Et cette transformation va s'accélérer. Dans ce contexte, la compétence la plus précieuse que vous puissiez développer n'est pas une compétence technique spécifique. C'est la capacité d'apprendre rapidement et de vous adapter à de nouvelles réalités. Les personnes qui réussiront dans les décennies à venir ne sont pas nécessairement celles qui maîtrisent les compétences les plus demandées aujourd'hui. Ce sont celles qui peuvent identifier les compétences qui seront demandées demain et qui peuvent les acquérir plus vite que leurs concurrents. Cette adaptabilité se cultive. Elle requiert une curiosité intellectuelle entretenue, une tolérance à l'inconfort de l'apprentissage et une humilité qui permet de reconnaître quand vos connaissances actuelles sont devenues obsolètes. J'ai 70 ans de plus de connaissances et d'expérience, mais je continue d'apprendre chaque semaine des choses qui remettent en question ce que je pensais savoir. Et je considère cette remise en question non pas comme une menace, mais comme un privilège, parce que chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau qui contredit une croyance ancienne, je deviens un peu plus précis dans ma compréhension du monde. Cette ouverture à la remise en question est, je crois, l'une des qualités les plus importantes pour naviguer dans un monde en changement rapide. Le Venezuela, dans sa tragédie,
offre une leçon puissante sur l'importance de l'adaptabilité. Les Vénézuéliens, qui ont le mieux survécu à la crise et qui ont le mieux reconstruit leur vie, sont souvent ceux qui ont su s'adapter le plus rapidement, qui ont appris de nouvelles langues, de nouvelles compétences, de nouvelles cultures, qui ont abandonné l'identité de ce qu'ils étaient avant pour embrasser l'identité de ce qu'ils devaient devenir. Cette capacité d'abandonner une identité obsolète pour en adopter une nouvelle est extraordinairement difficile psychologiquement. Mais c'est souvent la condition nécessaire pour avancer. Je pense à une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence à Miami. Elle avait été médecin à Caracas pendant 15 ans. En arrivant aux États-Unis, son diplôme n'était pas reconnu. Elle aurait pu passer des années à essayer de faire reconnaître ses qualifications. Certains le font. Au lieu de ça, elle a décidé d'utiliser ses connaissances médicales d'une façon différente. Elle a lancé une entreprise de conseil en santé et bien-être pour la communauté hispanique. En 5 ans, elle gagnait plusieurs fois son salaire de médecin vénézuélien. Elle n'a pas abandonné ses compétences. Elle a abandonné l'identité rigide de médecin qui pratique de cette façon précise, pour adopter l'identité plus flexible de quelqu'un qui utilise ses connaissances médicales pour créer de la valeur de la façon la plus efficace possible. Cette flexibilité d'identité est précieuse et elle s'apprend. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un principe que j'appelle la loi des rendements croissants dans le développement personnel. Cette loi dit ceci: plus vous investissez en vous-même, plus le rendement de chaque investissement supplémentaire augmente. Voici pourquoi. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez augmente la valeur de toutes les compétences que vous possédiez déjà. Chaque nouvelle connaissance crée des connexions avec vos connaissances existantes et amplifie leur utilité. Chaque nouvelle relation que vous construisez augmente la valeur de votre réseau existant de manière non linéaire. C'est l'effet de réseau appliqué au développement personnel. Et c'est pourquoi les personnes qui investissent massivement en elles-mêmes, pendant des années, voient souvent leurs résultats exploser de manière apparemment soudaine, après une longue période de progrès lent. Ce n'est pas soudain. C'est l'accumulation de nombreuses années d'investissement en soi qui atteint un seuil critique. Et à ce seuil, les rendements deviennent spectaculaires. C'est ce que les auteurs parlent quand ils évoquent le tipping point ou le point de bascule. Ce moment où l'accumulation d'efforts silencieux se transforme soudainement en résultats visibles et spectaculaires. Mais pour atteindre ce point de bascule, il faut traverser une longue période de travail dont les résultats semblent disproportionnellement faibles par rapport à l'effort fourni. C'est la phase où la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils ne voient pas les résultats qu'ils espéraient, parce que la progression semble trop lente, parce que d'autres semblent d'avancer plus vite. Mais ceux qui persistent à travers cette phase, qui continuent à investir en eux-mêmes et dans leurs objectifs même, quand les résultats semblent décevants, sont ceux qui finissent par atteindre le point de bascule et qui connaissent alors une progression spectaculaire. La discipline de persévérer à travers la phase de progression, lente, est l'une des compétences les plus précieuses et les plus rares que vous puissiez développer. Voici quelque chose que j'ai appris en travaillant avec des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs au fil des années. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui agissent malgré la peur. La peur est une réponse normale et saine à l'incertitude. Elle nous a aidés à survivre en tant qu'espèce pendant des millénaires. Mais dans le contexte moderne de la construction de richesses et de carrière, la peur de l'échec, la peur du jugement et la peur de l'inconnu sont souvent des obstacles injustifiés. J'ai développé une technique que j'appelle l'analyse de la peur. Quand vous ressentez une peur qui vous empêche d'agir, posez-vous ces questions. Quelle est exactement la chose dont j'ai peur? Quelle est la probabilité réaliste que cette chose se produise? Si elle se produit, quelles seraient les conséquences réelles? Puis-je survivre à ces conséquences? Puis-je récupérer? Et finalement, quel est le coût de ne pas agir par peur? La plupart du temps, cet exercice révèle que la peur est disproportionnée par rapport au risque réel. Que les conséquences de l'échec, aussi désagréables soient-elles, sont récupérables et que le coût de l'inaction est souvent plus élevé que le coût de l'échec. Cette clarté ne fait pas disparaître la peur, mais elle la met en perspective. Et cette perspective permet d'agir malgré elle. Je veux vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la discipline des petits pas. Parce que l'une des erreurs les plus courantes que je vois chez les personnes qui veulent transformer leur situation financière, c'est d'essayer de tout changer en même temps. Elles décident du jour au lendemain d'économiser 50% de leurs revenus, de lire 2 heures par jour, de faire de l'exercice tous les matins, de lancer une entreprise et d'investir dans l'immobilier.
Et après 2 semaines d'efforts héroïques, elles s'effondrent et reviennent à leurs habitudes précédentes. Le changement durable ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne par l'accumulation de petits changements cohérents sur une longue période. Choisissez une habitude à la fois. Implémentez-la jusqu'à ce qu'elle soit automatique, ce qui prend généralement entre 30 et 60 jours. Puis ajoutez-en une autre. Et ainsi de suite. Cette approche semble lente. Mais après 1 an, vous aurez implémenté 6 à 12 nouvelles habitudes solides. Après 5 ans, vous serez une personne fondamentalement différente. La transformation financière durable est toujours le résultat de cette accumulation patiente de petits changements, pas d'une révolution soudaine. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de l'impact de cette approche. Quelqu'un qui commence à investir 100 € par mois à 30 ans, en augmentant ce montant de 10% chaque année, et qui obtient un rendement annuel moyen de 7%, aura construit un patrimoine d'environ 300 000 € à 60 ans. Pas en faisant quelque chose d'extraordinaire, en faisant quelque chose de très ordinaire, de manière cohérente, sur 30 ans. C'est la puissance de la discipline des petits pas combinés aux intérêts composés. Ordinaire plus cohérence, plus temps extraordinaire. Maintenant, je veux vous parler d'une dernière chose avant de conclure, et c'est peut-être la plus importante de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. C'est la question du sens. J'ai rencontré des personnes très riches qui étaient misérables, et j'ai rencontré des personnes avec des ressources modestes qui rayonnaient de satisfaction et de joie. La différence n'était pas dans les chiffres bancaires, elle était dans le sens qu'elles trouvaient dans leur vie et dans leur travail. La richesse matérielle sans sens est une cage dorée. Confortable, peut-être, mais une cage quand même. Les personnes qui construisent une richesse véritablement satisfaisante sont celles qui ont trouvé comment aligner leur quête de prospérité financière avec quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Une mission, une vision d'impact. Un service à rendre au monde. Ce n'est pas naïf. Ce n'est pas idéaliste. C'est pragmatique. Parce que les personnes qui travaillent pour quelque chose qui a du sens pour elles travaillent avec une énergie, une créativité et une persistance que ceux qui travaillent uniquement pour l'argent ne peuvent pas maintenir sur le long terme. Et paradoxalement, les personnes qui créent le plus de valeur pour les autres sont souvent celles qui accumulent le plus de richesse. Parce que la richesse, dans un système économique fonctionnel, est la récompense de la valeur créée pour les autres. Donc la question n'est pas comment puis-je gagner plus d'argent, mais comment puis-je créer plus de valeur pour les autres? La richesse est souvent la conséquence naturelle d'une réponse puissante à cette deuxième question. Le mouvement que j'observe entre les États-Unis et le Venezuela illustre ce principe de manière frappante. Les entrepreneurs vénézuéliens qui ont le mieux réussi aux États-Unis ne sont pas ceux qui ont simplement cherché à s'enrichir. Ce sont ceux qui ont cherché à résoudre des problèmes réels pour des communautés réelles, qui ont créé des entreprises qui répondaient à des besoins authentiques, et qui, ce faisant, ont construit une richesse solide et durable. Carlos, l'entrepreneur que je vous ai mentionné plus tôt, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit « Brian, au Venezuela, j'ai appris ce que c'est de manquer de tout. Ici aux États-Unis, j'ai décidé que mon travail serait de m'assurer que d'autres latinos n'aient pas à manquer de ce dont j'ai manqué. Et bizarrement, c'est en pensant à eux que j'ai construit quelque chose pour moi. C'est la loi de la réciprocité dans sa forme la plus pure. Donner d'abord. Créer de la valeur d'abord. La récompense suit. Permettez-moi de vous laisser avec quelques réflexions finales qui résument l'essence de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Le monde est en train de changer. Les opportunités se déplacent. Les marchés émergents, comme celui que représente une éventuelle reconstruction du Venezuela, offriront des possibilités pour ceux qui sont préparés. Les dynamiques transnationales créent de nouvelles formes de capital humain et économique qui n'existaient pas il y a une génération. Mais toutes ces opportunités externes ne servent à rien si vous n'avez pas les fondations internes en place. Ces fondations, ce sont vos habitudes financières, votre mentalité de propriétaire, votre capacité à retarder la gratification, votre investissement continu en vous-même, votre réseau de relations de qualité et votre vision claire de là où vous voulez aller. Ces fondations ne se construisent pas en un jour. Elles ne se construisent pas en un mois. Elles se construisent par la répétition cohérente de bonnes décisions sur de longues périodes. Mais voici ce que je sais avec certitude après des décennies de travail avec des personnes de tous horizons, dans des dizaines de pays, à travers des cycles économiques de toutes sortes. Ces fondations peuvent être construites par n'importe qui. Elles ne requièrent pas un génie particulier. Elles ne requièrent pas des conditions parfaites.
Elles requièrent une décision de commencer, une décision de ne pas abandonner quand les résultats semblent lents, une décision de vous traiter avec la rigueur bienveillante d'un bon entraîneur plutôt qu'avec la complaisance d'un ami qui vous dit toujours ce que vous voulez entendre. Miguel, le jeune homme de Caracas, dont je vous ai parlé au début de notre conversation, m'a envoyé un message il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il avait finalement répondu à la question que l'entrepreneur américain lui avait posée des années plus tôt. Qu'est-ce qu'il voulait que sa vie ressemble dans 20 ans? Sa réponse était simple, mais puissante. Il voulait avoir construit quelque chose qui durerait après lui. Quelque chose qui créerait des opportunités pour d'autres jeunes qui, comme lui, n'avaient jamais entendu la question. Que veux-tu que ta vie ressemble dans 20 ans? Et il était en train de le construire. Pas parfaitement, pas sans obstacle, mais délibérément, avec une vision claire et avec la discipline de faire chaque jour quelque chose qui le rapprochait de cette vision. C'est tout ce que ça prend. Une vision, une décision, et la discipline de recommencer chaque jour. Le reste, comme on dit, est simplement du temps. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. Ce que vous faites de ce que vous avez appris aujourd'hui est entièrement entre vos mains. Et c'est précisément là que ça devrait être.